Alors, on va commencer par quelqu'un de chez nous, le président encore, Dominique. Alors, Dominique, cette fois-ci plus au titre de directeur de l'Écopole alimentaire. Tu vas nous dire exactement ce que c'est. On a vu au Salon de l'Agriculture il y a presque un mois maintenant. On a fait une conférence et tu as reçu un prix. Donc, le prix national, enfin le PNA, dans la catégorie justice sociale. Donc pour, semble-t-il, pour votre projet des Anges Gardiens, archipel nourricier. Enfin, voilà, tu vas nous dire à peu près ce qu'il en est. Et je trouve intéressant que tu présentes effectivement aux partenaires aussi qui sont là, qu'est-ce que tu as fait globalement autour du projet Cocagne dans ton territoire. Ouais, je veux bien. Bon, alors je remercie Henri Dorfeuille de me faire des économies d'explication. Parce qu'on ne s'est pas concerté, mais je pense pouvoir dire que certaines choses un peu communes que je m'apprêtais à communiquer, donc je vais pouvoir les survoler, ce qui sera pas plus mal. Horaire, alors est-ce que ça arrive? Oui, quelque chose. Voilà, alors donc oui, Julien m'a demandé de parler de l'Écopole alimentaire, qui est donc un pôle territorial de coopération économique, pour ceux qui ne connaissent pas ce type de dispositif. Alors, c'est un dispositif qui a été intégré dans la loi d'économie sociale de M. Hamon, il y a déjà quelques années, qui est particulièrement soutenu, encouragé par les acteurs de l'ASS, qui souffre un peu de reconnaissance de financement depuis effectivement, le changement de gouvernement et de président, mais quoi qu'il en soit, moi je sens pour ma part que les acteurs ne lâchent pas l'affaire et à la faveur d'un certain nombre de rencontres où je suis invité, je vois effectivement que ce dispositif les acteurs cherchent effectivement à le faire vivre et je pense que c'est plutôt une bonne chose et j'étais amené aux EGA de promouvoir ce type d'actions comme étant des actions qui permettent une mutualisation économique au service des projets alimentaires qui peuvent s'exprimer dans le cadre des PAT. Et là, j'apprends que peut-être que nous sommes déjà, nous, en tant que tel, un PAT qui ne le sait pas. Alors, juste une question, alors au risque d'être un peu provocateur, et je m'en excuse, mais là, pour le coup, permettez-moi de prendre ma casquette d'acteur terrain et pas forcément de seul président de Cocagne. Alors, Henri a beaucoup parlé, effectivement, d'un certain nombre de problématique que pose le modèle alimentaire dominant, un peu de façon provocatrice, on parle même d'un ancien modèle parce que le seul déclin des ressources naturelles ne permettra pas à ce modèle de continuer de persister. Donc, l'agriculture industrielle a un vrai problème d'ailleurs technique pour arriver à tenir ce pari de continuer à pouvoir produire industriellement et tenir son pari de la réduction des coûts unitaires de production, ce qui fait d'ailleurs une de ses caractéristiques d'industrialisation. Donc, dans ce modèle, comme dans beaucoup de modèles, dans le cadre de l'insertion, il faut quand même avouer qu'on est chargé de corriger un peu les conséquences de ces modèles. C'est la raison pour laquelle nous avons des gens que nous accueillons et pour lesquels, dans la plupart du temps, et c'est bien de le faire, je pense, parce que les gens ont besoin de travail là, tout de suite, dans le modèle dominant, quoi qu'on en pense, eh bien, dans ce modèle, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie de l'agriculture, enfin, tout secteur confondu, eh bien, nous essayons de réparer les conséquences, effectivement, d'une économie qui n'a pas pu intégrer, effectivement, les personnes qui ont eu des difficultés pour des raisons de qualification essentiellement ou de contingence de psychologie par rapport aux exigences du travail. Alors, cet ancien modèle n'est pas particulièrement, en tout cas, remis en question par tous, même s'il craque de côté. Il y a beaucoup de déni. Et ce déni force à ce qu'on ait, et je pense que de plus en plus on sera amené à se situer dans le nouveau modèle, l'expression d'un nouveau modèle, dont il faut reconnaître qu'il est en pointillé, je ne sais pas si on le voit bien dans mon slide, il est en pointillé parce que ses contours sont encore mal définis. Humblement, je pense que notre action consiste aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire au titre du pôle territorial de coopération économique, d'épaissir les traits entre les pointillés de ce nouveau modèle. Et au sein de cela, je pense que même notre logique d'insertion, notre travail, notre métier premier d'insertion par l'activité économique peut aussi
muter vers la création d'activités certainement plus pérennes. C'est ce qu'on essaie de faire au travers notamment d'une coopérative d'activité d'emploi, à titre d'exemple. Nécessiter effectivement que ce nouveau modèle pour lequel nous pourrions créer des outils économiques permette de s'adapter à la réalité de qualification des gens et pas toujours l'inverse, comme c'est le cas aujourd'hui dans l'ancien modèle. Donc notre travail générique, c'est celui-là, et cette mutation, c'est ce qu'on appelle, nous, pour notre part, la transition écologique et sociale de l'économie. C'est-à-dire passer effectivement de l'ancien modèle sans le quitter complètement parce qu'on a des urgences auxquelles on doit faire face. L'urgence aujourd'hui pour laquelle nous avons des devoirs, c'est de réinsérer des gens dans ce modèle dominant. Et de l'autre côté, travailler effectivement la mutation vers un nouveau modèle. Et dans ce cadre, c'est ce qu'on appelle un effet ciseau économique, la montée de l'intention servicielle, c'est-à-dire rendre service, développer effectivement de nouveaux services, pas forcément aller chercher très loin, aller livrer des paniers, c'est un service. Donner du contentement moral, lié effectivement à la consommation de paniers biosolidaires, c'est aussi un service. Donc cette montée de l'intention servicielle, dans l'agriculture, dans l'alimentation, comme dans tout, permettra de compenser les déficits des emplois qu'on entendait effectivement dans l'économie industrielle. Notre cahier des charges est celui-là. Là, on va retrouver des points de connaissance, et je m'en félicite avec ce que tu disais. Alors, d'une part, nous, c'est de répondre à la multiplicité du besoin alimentaire, c'est-à-dire ne pas l'intégrer que sur l'enjeu physiologique de se nourrir, et de travailler autour de cette question alimentaire, les questions de santé, de goût, d'éveil sensoriel, de contentement moral, de vivre ensemble, et que dans ce cadre-là, on puisse y associer une contingence qui est propre à nous, qui est la création d'activités accessibles aux personnes peu ou pas qualifiées, mais aussi, comme on l'a toujours fait par l'agriculture biologique dans l'intuition des fondateurs, les avancées environnementales. Moi, je parle même d'aggradation environnementale et pas simplement de diminution des impacts sur l'environnement. Et bien évidemment, de tout ça, de le jouer dans le cadre d'un ancrage territorial, d'une volonté de relocaliser la valeur. Et je pense que là, on est effectivement sur le point d'orgue de ce dont il est question depuis ce matin dans les mutations que nous avons à produire. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vais juste vous dire que pour faire monter notre mayonnaise, pour notre part, nous avons mis en place 3 outils qui se coordonnent. Un lieu déjà, qu'on appelle l'écopole alimentaire, qui a été co-construit avec une communauté de communes de 26 000 âmes rurales, qui se posait la question de savoir ce qu'elle allait devenir entre le port de Calais et le port de Dunkerque, qui sont 2 grosses agglomérations dans lesquelles ce territoire est enclavé. Territoire qui a été conquis sur la mer pour l'agriculture. Et finalement, Mireille Conseil, qui il y a quelques années, dit à ce territoire, c'est toujours sur l'alimentation que vous devez jouer effectivement votre avenir. Donc ce territoire se pose des questions. Début, en fait, de l'émanation d'une logique toute patte, rencontre des acteurs d'économie solidaire et nous a tout de suite décrété, ou en tout cas identifié comme l'allié avec lequel construire effectivement cet avenir alimentaire souhaité. Grâce à 2 autres outils, deuxième ingrédient, une plateforme de production et de diffusion comme certains d'entre nous ont été amenés en animé. Je me suis beaucoup inspiré des exemples de Valbio, de BioLoire, etc. pour mettre en place avec mes collègues cette activité. Et puis, bien sûr, un fonds qui nous est propre aussi, qui est lié à l'histoire de certains des fondateurs de notre jardin, qui est l'éducation populaire, c'est-à-dire permettre aux gens d'accéder au mieux vivre alimentaire par une meilleure compréhension des enjeux alimentaires et des capacités de pouvoir ne fût-ce que cuisiner et jardiner pour pouvoir répondre effectivement à ces besoins alimentaires. Alors, au début, on était juste un jardin de cocaïne. Voilà, jardin de cocaïne, ça pris court. Jardin de cocaïne de base, j'entends, je sais très bien que la plupart d'entre vous n'en avez plus simplement ce schéma. Mais voilà, un tracteur, c'est nous. Un tracteur, c'est on en a tous des tracteurs. On produit, on conditionne, on achemine des paniers. Des fois, on les achemine pas, on vient les chercher dans le jardin, mais souvent, on les achemine pour des gens qui sont bien nourris et moralement contentés. Et puis, par la force des choses, grâce à ce système d'alliance, j'émane la mortitude, c'est compliqué de faire simple, on va dire c'est plus un circuit court, c'est compliqué votre truc. Ben oui, on a mis en œuvre effectivement toute une série d'activités pour arriver à faire un système qui va intégrer d'autres partenaires qu'on va traiter d'égal à égal, contrairement à cette histoire de chaîne des valeurs dont on parle souvent, où il y a des sous-traitants, des machins, etc. Puis finalement, un agriculteur au bout du bout qu'on met à genoux, parce que tous les intermédiaires ont
pour décréter des exigences vis-à-vis effectivement du producteur. Eh bien, nous, l'effet d'intégration qu'on produit, c'est effectivement ce schéma un peu complexe, que j'ai juste détaillé rapidement pour vous aider quand même à le comprendre, sachant qu'il est disponible. Plusieurs producteurs s'associent pour avoir une offre globale. Donc, la production ne dépend pas que de nous et ça nous permet, nous, de pouvoir nous positionner en tant que jardin de cocaïne sur des produits à forte valeur ajoutée, exigeant en main-d'œuvre, complètement complémentairement à une offre de maraîchers et de cultivateurs plein champ. Donc, nous jouons un rôle de méta-planification, en quelque sorte, pour le compte de ces producteurs. Ça tombe bien, la planification, pour arriver à des logiques exigeantes de panier, ça nous connaît. Donc, finalement, ce savoir-faire, on le met au service d'un groupement de producteurs. Ce qui nous a permis, au passage, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez grand, de pouvoir répondre favorablement à des demandes de restauration en domicile qui émergeaient à cette époque. Et puis, bien évidemment, ce qui nous a semblé important dans le cadre effectivement du service, c'est de pouvoir accompagner le mangeur pour ouvrir en quelque sorte ses chakras, c'est-à-dire lui permettre à un moment donné d'avoir plus d'autonomie pour consommer les paniers. Alors, on fait tous des recettes, etc. Nous, on est allé un peu plus loin, on a produit des manuels. Je pense que vous avez eu l'occasion de les voir circuler, puisqu'à un moment donné, ils étaient offerts dans le réseau. Manuel des jardiniers sans moyens, manuel de cuisine. Manuel sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, en même temps que nous avons formé aussi des transmetteurs pour pouvoir apprendre les bases de la cuisine et du jardinage, qui sont les ambassadeurs qui ont fait très jolie réalisation, et ça peut être très positif. Voilà, la formation d'ambassadeur. D'ailleurs, de dos, vous pouvez reconnaître une personne à qui je n'ai pas négocié le pareil, Muriel, qui s'est formée à l'époque. Là, je sais pas, de dos. Bon. Les ateliers de cuisine que vous connaissez bien. Ce qui nous a semblé important dans ce lieu havre qu'est l'Écopole, c'est de produire aussi des services mutualisés. C'est-à-dire que chacun ne part pas, par exemple, dans son délire d'atelier de transformation. Donc, en l'occurrence, grâce à ce groupement de producteurs que nous avons fédéré, nous avons pu effectivement favoriser la décision de la collectivité publique de nous munir d'un laboratoire de transformation en couteau suisse qui permet de faire tout aussi bien une table de cocagne que de la deuxième gamme, donc de la conservation type soupe, etc., comme ici, ou du cru sous vide, ce que demande bien évidemment la RAP et les traditionnelles pommes de terre crues, qui n'échappent pas au régime alimentaire du Nord, c'est bien connu. Bon, alors, effectivement, il a fallu aussi qu'on les passe sous vide. Voilà, et tout ça permet à un moment donné de densifier les réseaux de ce. Alors, Valérie Hamon avait une jolie formule pour ça, elle parle de multicanal en diffus. Mais effectivement, il s'agit de ça, c'est-à-dire qu'en gros, nous, on est en mesure de pouvoir, effectivement, en rendant les produits alimentaires que nous produisons avec un groupement de producteurs au plus près des lieux de vie des mangeurs, donc, ça peut être aussi bien le travail que le domicile, et bien ça nous permet, avec cette logistique particulière que nous produisons, de diversifier en fait les points, les modalités de distribution de nos produits alimentaires, tout en continuant les paniers auxquels nous sommes très attachés. Et les paniers, on continue à en faire, c'est très bien. Et bien sûr, la bonne règle, effectivement, d'un bon circuit court, il faut savoir le défendre. En tout cas, pour les kilomètres et les GES, c'est d'avoir des camionnettes remplies au départ, donc de différents produits, ce que nous cherchons à faire, et notamment en gerbant en hauteur. Les productions, je pense que la plupart de nous ont pris ça en compte aujourd'hui. Alors, un petit exemple, création d'une coopérative d'activité et d'emploi avec des gens issus d'une insertion peu mobile, donc qui ont envie de travailler sur le territoire. Contrairement à la situation que nous vivons tout particulièrement dans les Hauts-de-France, parce que les producteurs qui sont plutôt bons en maraîchage ne sont pas particulièrement attachés à rester malheureusement sur notre territoire. Pas qu'ils vont tous dans la Drôme, mais c'est vrai que faut être un petit peu accroché dans un contexte pédoclimatique qui favorise les grandes cultures, donc où la terre ne se lâche pas pour rien. Il n'y a pas trop de soleil et tout ça, d'attacher effectivement des maraîchers, il y en a, mais pas encore suffisamment aujourd'hui. Puis on a notamment un très grand déficit de production fruitière qu'on va essayer de pallier. Et l'autre site, bien évidemment, quand on attire un peu du monde pour comprendre un peu ce qu'on fait, nous a donné l'opportunité d'ouvrir une première table de cocaïne qui permet effectivement de montrer ce que nous avons comme produit. Alors maintenant, en jeu, vous avez un territoire, le bassin minier, qui nous dit ça nous intéresse que vous puissiez vous implanter là. On est à 50 minutes. Notre territoire d'implantation est à 50 minutes de ce bassin minier. Idée, créer une microferme cocagne servicielle. C'est comme ça qu'elle est venue l'idée.
avec première volonté, une vocation de produire plutôt de l'ultra frais en complément de gamme. Là, ça a du sens de pouvoir le faire effectivement au plus près des lieux de consommation. Ça peut être tout aussi bien les petits fruits rouges que le mesclun, que sais-je encore. Il faut trouver les modalités quand même, vous savez, d'un assolement qui permet effectivement sur cette gamme de produits de pouvoir effectivement travailler correctement. Des chantiers apprenants, parce que effectivement l'enjeu c'est que les populations urbaines comprennent comment effectivement se trame l'agriculture, comment se trame l'alimentation, se réapproprie cette question. Là où ils se sont fait quand même convenablement désappropriés par cette question. De la sensibilisation des publics jeunes, vous voyez l'animatrice de la microphone qui fait la danse de l'arbre, la plantation. Et enfin, et ça peut être aussi un aspect intéressant à considérer, en tout cas dans le modèle financier de ces opportunités, il arrive à vivre avec 8-10 personnes, dont 6 personnes dans l'insertion, par exemple. Et donc, qui correspond bien aussi, parfois, au contingentement qu'on a dans certains territoires, en poste libérés pour pouvoir monter ce type d'outils IAE. Eh bien, la logistique des derniers kilomètres est un moyen, le service en termes de logistique est un moyen aussi de vendre un peu des heures pour ce type d'outils. Voilà. Alors, vous voyez bien les cultures, je ne dirais pas que c'est de la dynamique, mais ce n'est pas de maraîchage, comme on le fait aussi efficacement dans les jardins de cocaïne. Cela dit, c'est très joli. Et c'est tellement joli que plein de propriétaires nous ont proposé leur terrain, en disant plutôt que de faire une pelouse à la noix, qui nous coûte une tonte, eh bien, on vous propose de mettre en place, et c'est comme ça qu'est né au départ l'archipel nourricier, un projet où l'idée, c'est de multiplier les fonctionnalités sur le même site, mise en activité, bien vivre alimentaire et aussi biodiversité. La biodiversité à elle seule, je pense qu'à terme, ne sera pas capable de résister aux appétits voraces de spéculation immobilière. Par contre, si vous additionnez effectivement les enjeux d'intérêt sociétal, en tout cas pour ma part, j'en ai la conviction, eh bien, il y a plus de chances effectivement qu'on laisse inchanger l'état possible pour les terrains que nous arrivons à conquérir, notamment en milieu urbain. Donc, c'est à partir d'archipel, c'est à partir d'une coulée verte que vous voyez au pied d'un terri. Vous voyez place de rails, enfin de voies ferrées, donc ce qu'on appelle les cavaliers miniers chez nous. Vous voyez la coulée verte là. Et bien là, on a dit que c'était une riviera comestible. Alors, vous voyez un petit peu en serpentin vert. Et puis la microferme a pour zone de chalandise, avec d'autres partenaires qu'on peut agréger sur ces terrains dits de l'archipel nourricier. Donc ces îles qui sont peut-être un peu balkanisées aujourd'hui, mais qui ont un enjeu commun, vont se regrouper, vont faire l'objet de mutualisation et d'efforts collectifs. Arriver sur un territoire qui fait 4 km sur 2 ou 3 à peine, à faire vivre des outils de production au service du bien-vivre alimentaire. On a identifié les terrains sur l'axe, sur lequel, structurant la colonne vertébrale qu'on appelle la riviera comestible. Et les sites qu'on nous confie petit à petit, eh bien, nous permettent d'envisager, en les chaînant avec des parcs publics, ou ce que sais-je encore, qui font des efforts également sur la biodiversité, d'arriver à créer des continuums écologiques. Ça commence à être petit à petit crédible sans trop le dire aujourd'hui. Alors, ça va devenir réalité, puisqu'on a des bailleurs qui nous donnent des terrains, ils se coursent même aujourd'hui pour nous les donner. Donc, le plus gros bailleur au nord de France, les maisons et cités. Alors, je dirais pas qu'ils se coursent, mais voilà, je pense qu'ils ont compris, les deux plus gros, que c'est intéressant chacun d'y être, et du coup, ils nous offrent des possibilités de travailler sur leur terrain. La ville de Lens, de Liévin, la ville de Los-Angeles, voilà, tous ces acteurs, petit à petit, nous donnent des sites. Vous voyez le type de configuration que ça représente. Et pour améliorer l'accessibilité, j'en termine là, cette production ne vaut que si on arrive à la distribuer au plus large public. Problème, l'euro, les paniers solidaires, c'est une forme de réponse. Ça ne répond pas forcément à tout. Donc, on a imaginé la manne. Alors, les anges gardiens, la manne. Monnaie d'une autre nature pour de nouveaux échanges. Donc, cette manne permet à ceux qui participent soit d'en gagner. On en gagne quand on vient dans des chantiers coopératifs qui permettent de mettre en place ce grand bassin fruitier au travers de l'archipel. On peut en gagner aussi en participant à un programme de conservation poule que nous avons la charge de coordonner. C'est la poule Bourbeau, pour ceux qui connaissent. Très, très bonne poule, mais qui s'est fait un peu estourbir parce que la guerre est passée par là. Il fallait
soldats se nourrissent, donc ils ont mangé toutes les poules. Mais elles étaient très réputées, les poules Bourbourg, elles étaient sur les meilleures tables parisiennes. Et on a failli perdre la race. Et c'est compliqué de perpétrer la race. Donc, on va proposer à nos concitoyens de pouvoir effectivement jouer un rôle d'éleveur de poules, de famille d'accueil de poules Bourbourg. On gagne de la manne. Autre innovation, je tiens quand même à le dire, je viens inscrit par le CCAS en étant allocataire de panier solidaire. Je viens à un cours pour apprendre à cuisiner, diversifier les légumes de saison dans le cadre du panier, je gagne de la manne. Pourquoi les gens ne seraient pas reconnus dans les efforts qu'ils font pour changer leur comportement alimentaire si c'est si bien pour la santé? Je gagne de la manne. Et la manne, je peux la dépenser en achetant des produits au petit marché, bio, locaux et solidaires, en ayant des paniers, en ayant la possibilité aussi d'acheter des poules quand je peux participer au programme, que sais-je encore. Et puis, à côté de ça, la ville nous demande effectivement de travailler à une sorte de, alors un repair café, une accorderie. Vous voyez ce que c'est que les accorderies, hein, c'est des systèmes d'échange, enfin, c'est des salles améliorées avec un animateur de plateau. Et tout ça commence à faire tranquillement une société, voilà, très basée sur l'alimentation, mais une société d'échange qui permet à un moment donné d'accéder à des liens aussi vitaux que ceux qu'on est en mesure de produire. À partir du moment où on a un minimum d'engagement, un minimum d'huile de coude. Donc voilà les nouvelles perspectives sur lesquelles aujourd'hui nous sommes amenés sur notre territoire à travailler. Et bien évidemment, je ne sais pas si on aura l'occasion de débattre, mais je reste votre obligé, bien évidemment, pour certains vous accueillir. Alors il se trouve qu'on a un administrateur aujourd'hui qui n'a rien trouvé de mieux de faire venir un groupe sur l'écopole alimentaire pour le visiter. Alors, c'est incroyable ça. Merci Dominique. Je crois que vous n'avez pas l'air de vous emmerder là. Dans votre coin. C'est assez intense. Je me demande jusqu'où vous allez aller d'ailleurs. Peut-être un référent d'autodétermination des Hauts-de-France solidaires, que vous frappez monnaie. La prochaine étape, c'est l'État. Hein. Merci beaucoup en tout cas de cette présentation. Tiens, je vais reprendre le temps. Merci beaucoup. Et évidemment, ça résonne de nos adhérents ici, de nos partenaires, c'est l'idée de pouvoir capitaliser sur ces innovations et voir qu'est-ce qu'on peut ensuite généraliser dans les territoires à partir de ces expériences. Et assez attendu par des partenaires sur des visions d'ensemble de ce que les jardins d'insertion des entreprises locales peuvent faire sur un territoire. Mais des visions très transversales et qui nous a montré toute la transversalité des actions, autant sur la biodiversité, la santé, la solidarité, l'éducation, l'alimentation, etc. Oui. En tout cas, indiquer, bon, on fait ça aussi par passion, ce sont des possibles. Ce n'est pas forcément ce vers quoi on doit aller, mais je crois que c'est ça qu'on est invité depuis ce matin un peu. C'est la territorialisation et d'acteurs qui nous sollicitent. Voilà, je suis sûr qu'il y aura des questions tout à l'heure ou des interventions, en tout cas, on a un certain nombre que je pourrais interroger. Je vais passer la parole à Guillaume Rioux, qui a dû découvrir tout ça. Guillaume, tu représentes la Fédération nationale des agriculteurs bio, donc la FNAB. Je rappelle que tous les jardins locaux, si je ne me trompe pas, sont adhérents des GAB, des groupements d'agriculture biologique, ce qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'historiquement, l'insertion a existé sur des champs professionnels qui parfois créent des frictions, des tensions. Alors, on a connu ça dans les par exemple, hein, la question des différents services qui rentraient en conflit théorique avec les champs professionnels, et évidemment qu'il y avait des tensions avec les maraîchers bio professionnels dans certains endroits à certains moments. Et la preuve que le réseau local soit adhérent de la fédération, c'est que ces tensions ont été absorbées. Que tu es éleveur et céréalier en Poitou-Charentes et surtout responsable des questions territoriales à la FNAB, puisque tu as beaucoup travaillé sur des enjeux de territoire. Revenir sur les territoires et voir comment la bio peut être une solution des territoires sur ces enjeux-là. Bon, tu vas nous raconter tout ça, et surtout, tu as entendu effectivement quelles pouvaient être les fonctionnalités d'insertion sur des territoires alimentaires. Je pense que ça a certainement dû résonner dans tes oreilles sur là où le monde professionnel aurait peut-être besoin
des chantiers d'insertion. Pour les aspects de filière, mais aussi des aspects humains, sociaux, de groupements d'employeurs ou de chaînons manquants qu'il y a aujourd'hui sur la filière. Oui, merci Julien. Bonjour à toutes et tous. Oui, c'est bien au titre de la question territoriale que je suis parmi vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que on se rend compte lors de réunions un peu publiques comme ça avec Dominique. Savoir que passer après lui, c'est pas simple, tant sur la forme et aussi sur le fond, parce qu'en fait, il a déjà, sans le savoir, dit un certain nombre de choses qui étaient la substance de mon propos. Alors, je vais essayer de vous dire autrement et avec mes mots, mais c'est pas très grave. On va se rejoindre, ça prouve en tout cas que nos deux réseaux ont parcourir en commun et que, en tout cas, nos valeurs sont certainement très communes et à un petit moment qu'on l'a compris, que les réseaux, enfin, que Cocagne soit adhérent des GAB, c'est une excellente parce que ça confirme aussi que le réseau FNAB est un réseau ouvert et pas seulement corporatiste, mais aussi ouvert à la citoyenneté. Ça, c'est quand même pas négligeable et fort intéressant. Oui, effectivement, à la FNAB, on travaille depuis une dizaine d'années, oui, 2009 bientôt. On a mis en route dispositif qui s'appelle les sites pilotes OEBio. Aujourd'hui, il y a 35 sites pilotes OEBio en France qui nous ont permis d'aller poser la question, alors qu'on se demandait comment, on était à 2% de la SAU, utile bio en France, comment on allait pouvoir faire avancer le développement de la bio. Et une des idées qui nous est venue, c'est de dire, posons la question de la bio sur des territoires où il y a des enjeux divers et variés. Et puis la question de l'eau, la protection de l'eau.